Mes chers amis, bonsoir. Vous connaissez sans doute ce dicton. Né trop tard pour explorer la Terre, né trop tôt pour explorer l'univers. Et c'est vrai que c'est badant parce que j'aimerais bien aller quelques millénaires dans le futur, surtout au niveau de l'exploration prolongée du système solaire. Aujourd'hui, on se concentre surtout sur l'orbite basse, la Lune et Mars. Mais il y a aussi une autre destination rêvée, le système de Jupiter. Car si on ne peut pas se poser à sa surface, vu qu'il n'y en a pas vraiment, on peut orbiter autour de sa haute atmosphère, ou bien explorer ses multiples lunes, notamment Europe, qui est une candidate pour l'apparition d'une vie extraterrestre. Et pas que d'ailleurs. Beaucoup d'autres lunes possèdent des océans d'eau salée coincés sous leur couche de glace. Vous avez aussi Io, la planète volcanique. Si jamais vous avez quelques anneaux uniques dans le tiroir que vous voulez détruire, les jeter dans un lac de lave de Io, ça peut être un bon plan. Par contre, ça fait cher le voyage. Et bien tout ça, ça risque de ne jamais arriver. Du moins, pas avant longtemps et pas avant d'avoir réglé un problème de taille. C'est valable pour les robots et c'est aussi valable pour les humains. Aller vers Jupiter, c'est pas vraiment un bon plan. En fait, le simple fait de s'approcher de Jupiter peut vous tuer à petit feu. Et ça à cause de l'une des plus grandes structures du système solaire, mais qui est pourtant totalement invisible. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas déjà, aller dans l'espace sans protection, c'est pas super bon pour la santé. L'être humain et l'évolution de toutes les espèces sont désespérément dépendantes de l'atmosphère terrestre, du champ magnétique, mais surtout de la gravité. Absolument tout est façonné par la gravité, de notre métabolisme humain jusqu'aux constructions humaines. À l'époque de la conquête de l'espace, on ne savait même pas s'il était possible de survivre quelques minutes en impesanteur. On pensait que ça allait imploser notre corps. Bon, avec les vols de Yuri Gagarin, d'Alan Shepard, de German Titov, on a vite compris que, dans l'absolu, ça allait plutôt bien. Du moins, jusqu'au moment des vols prolongés. Parce que quand on passe plusieurs semaines, 2, 3, 4, 5 mois en impesanteur, c'est pas du tout la même affaire. Votre gestion du sommeil, votre gestion de l'équilibre, votre santé mentale aussi, vos muscles qui s'atrophient, une cécité accélérée, ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En fait, l'absence de gravité tue à petit feu votre corps humain. C'est chouette. D'où l'intérêt pour les astronautes dans l'ISS par exemple, de faire 2 heures de sport chaque jour, et de maintenir une santé irréprochable. Et pourtant, même avec une condition physique d'enfer, quand ils reviennent de l'espace, on est obligé de les porter en sortant de la capsule parce qu'ils sont incapables de se tenir debout et de marcher, parce que leur corps redécouvre des mois après le poids écrasant de la gravité terrestre. Bah ouais, si leur masse n'a pas changé, leur poids, qui est exprimé en newton, a augmenté d'un facteur infini. Ça la fout mal. Hein. Et l'exposition au vide spatial, bah c'est encore pire. Si jamais vous êtes exposé directement au vide spatial, le fait de geler ou de cramer sur place, c'est pas vraiment votre problème principal. Vos tympans explosent immédiatement à cause de la différence de pression. Vous vous évanouissez, l'oxygène dans vos poumons est maintenu dans votre cerveau, etc. s'éjecte automatiquement de votre corps par tous vos orifices. Enfin bref. Je vais pas m'étendre sur toutes ces joyeusetés parce que sinon je vais tourner de l'œil, mais vous comprenez bien qu'une exposition ne serait-ce que de quelques secondes est capable de vous tuer. Pour aller dans l'espace, il faut donc simuler l'environnement terrestre et le protéger de l'environnement du vide de l'espace. C'est pour ça que l'industrie du spatial coûte si cher. Il faut pouvoir émuler notre espace de vie à l'intérieur d'un endroit qui n'est pas fait pour ça. Plus on veut s'éloigner de la Terre, plus il faut être autosuffisant. Si la Station Spatiale Internationale est souvent ravitaillée par cargo, ils ne sont qu'à 400 km au-dessus de nous. Mais quand vous êtes sur une base lunaire, ou pire encore, sur une base martienne, à des dizaines de millions de kilomètres du Soleil, le livreur Uber Eats y viendra pas souvent. Donc il faut être autosuffisant en eau, en nourriture, en électricité, en dioxygène. Il faut aussi être armé mentalement pour ne pas péter un câble, parce que si l'être humain a besoin d'être en groupe, ça a aussi ses limites. Surtout si vous ne pouvez pas partir. L'exploration robotique est finalement plus rentable, et beaucoup moins coûteuse que l'exploration humaine. Un robot, une machine, une sonde spatiale, un rover, ça n'a pas besoin d'atmosphère pour fonctionner, ni de nourriture,
d'eau, de gestion de santé mentale, etc. Il est conçu avec des matériaux capables de résister au vide, aux tempêtes et aux températures infernales et glaciales. La première nécessité d'une sonde, c'est l'accès à l'électricité, que ce soit par le biais de panneaux solaires ou bien de piles nucléaires, un générateur à radioisotope miniature qui est extrêmement pratique et efficace parce que plus on va loin dans le système solaire, moins la lumière du soleil nous parvient. Et donc les panneaux solaires deviennent caducs. Vous n'avez pas besoin d'émuler les conditions de vie qu'il y a sur Terre dans l'espace. C'est pour ça qu'on a envoyé plusieurs rovers sur Mars, et qu'on va continuer à en envoyer d'ailleurs, alors que l'exploration humaine tâtonne toujours. En revanche, que ce soit des sondes ou des humains, les deux sont confrontés à un problème majeur, les radiations spatiales. Techniquement, une radiation, c'est juste l'effet d'un rayonnement. Par exemple, nous sommes tous irradiés quotidiennement avec la lumière du soleil. Voilà, félicitations, vous êtes irradiés, bravo. Mais ça, c'est la radiation chiante, entre guillemets. Pour votre santé physique et mentale, vous avez besoin d'être exposé au soleil, comme tous les êtres vivants. Quasi tous, quasi. Beaucoup. Par contre, ce qui influe dans les radiations, c'est la dose, l'exposition prolongée ou non, et le type de rayonnement. Un rayonnement, les radiations, c'est avant tout de la lumière, et sa longueur d'onde est inversement proportionnelle à l'énergie qu'elle transporte. Les ondes radio qui viennent du quatre coins de l'univers, et dont leur longueur d'onde peut s'étendre sur des kilomètres, transportent une énergie tellement faible que ça ne change strictement rien si vous y êtes exposé. Par contre, les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma ont des longueurs d'onde extrêmement petites, parfois plus petites que la taille d'un atome. Et donc l'énergie qu'elle transporte est des millions de fois plus puissante que la lumière visible, c'est-à-dire celle qu'on arrive à voir. Et ça a des conséquences, parce que ça peut altérer les matériaux, que ce soit une plaque de métal, un composant électronique ou vos organes. Et le problème, c'est que dans l'espace, vous avez tout un tas de rayonnements particulièrement dangereux qui peuvent endommager votre ADN. On a les rayonnements cosmiques et galactiques, des particules énergétiques qui viennent du cosmos lointain et qui pénètrent n'importe quel matériel, du métal jusqu'aux organes humains. Ensuite, vous avez les éruptions solaires, provoquées par la grosse boule lumineuse blanche qui s'appelle le Soleil, et qui a un champ magnétique complètement invraisemblable et qui bombarde l'espace de rayons solaires. Ces mêmes rayons qui nous éclairent la journée et qui nous apportent la chaleur dont nous avons besoin, mais aussi des tempêtes issues de rayonnements dangereux suite à des éruptions à sa surface, et qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur le matériel informatique et sur le métabolisme humain. Vous avez aussi des zones dans l'espace où les particules y sont piégées à l'intérieur. C'est d'ailleurs le cas des ceintures de Van Allen, une sorte de tore de donut spatial autour de la Terre. Beaucoup disent que les capsules Apollo n'auraient pas pu les traverser, parce que s'ils les traversaient, les astronautes auraient reçu alors des doses de malades, et qui peuvent leur donner soit des maladies sur le long terme, soit les tuer instantanément. Bon, en réalité, les capsules, elles étaient massivement plombées. Elles étaient protégées de tels rayonnements et surtout, l'exposition prolongée n'a duré que quelques heures. C'est pas suffisant pour tuer un astronaute avec des doses énormes. Et il a été calculé que les astronautes avaient reçu des doses de radiation similaires à un examen médical dans un hôpital. Mais pourquoi c'est si dangereux? Eh bien parce que ce genre de rayonnement, avec une dose extrêmement élevée et une exposition prolongée, c'est de la lumière qui est capable d'arracher une partie des électrons des atomes de votre corps. Et pas que les électrons d'ailleurs, ce qui du coup va limiter votre capacité à reformer la molécule d'ADN. Un coup de soleil, c'est un peu un syndrome d'irradiation léger. Si ça fait mal, c'est parce que votre corps a besoin de se soigner. Il a besoin de reformer les cellules qui ont été détruites. Et il a besoin de les reformer beaucoup plus rapidement que le temps qu'il faut à une cellule de votre peau pour se reformer. Parce que ouais, tous les jours, des cellules meurent et d'autres prennent leur place. On s'auto-mange et on s'auto-digère tous les jours. C'est dégueulasse. Le syndrome d'irradiation aiguë est impossible à contracter naturellement sur Terre, puisque c'est issu d'accidents industriels. Les derniers cas de masse sont la main-d'œuvre soviétique sur le toit de Tchernobyl. Mais dans l'espace, ça peut arriver à n'importe quel moment, parce que le milieu interplanétaire transporte bien plus de rayonnements dangereux pour l'homme que sur le plancher des vaches. Sur Terre, on n'est pas immunisé de tout, parce que le risque de choper des maladies, des cancers existe quand même. Mais il est grandement limité par rapport à l'espace. À la surface de la Lune, le rayonnement ionisant est 1000 fois plus élevé que sur Terre, précisément parce que sur Terre, il y a deux structures qui nous protègent, l'atmosphère et le champ magnétique.
L'atmosphère, en plus de nous donner de quoi respirer, filtre une grande partie des rayons cosmiques dangereux, donc les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, et aussi une partie des infrarouges. Mais le champ magnétique a un rôle encore plus important parce qu'il permet aussi de maintenir, de manière stable et durable, notre atmosphère. Notre planète possède un noyau divisé en deux, le noyau interne solide à cause de la forte pression, et un noyau externe liquide, en l'occurrence du fer fondu. Et ce fer liquide est un excellent conducteur d'électricité. La Terre tourne sur elle-même et le noyau externe n'y fait pas exception, et donc sa rotation génère des mouvements circulaires, de la convection. Ça génère de la chaleur qui va alors remonter à la surface, et ces mouvements de fluide, c'est un liquide qui est extrêmement conducteur, donc ça génère un énorme courant électrique. Les lignes de force sont gigantesques, et c'est pratique parce que ça permet de se protéger des vents solaires. Et c'est pour ça qu'en orbite basse et à la surface, les systèmes électriques et notre organisme sont protégés, parce que les vents solaires viennent interagir avec. Mais comme notre champ magnétique fait office de bouclier, on n'a pas ce problème. On représente souvent le champ avec ses lignes de force qui sont évidemment invisibles à l'œil nu. Face au soleil, le champ s'écrase, mais comme il dévie les vents solaires, il crée une sorte d'aérodynamisme spatial. En direction opposée au soleil, le champ s'étire au maximum et la queue magnétique s'étend sur des millions de kilomètres. C'est cette bataille constante entre les vents solaires, qui est repoussée par le champ magnétique, qui donne cette forme si particulière. Mars a un problème totalement différent. Elle tourne sur elle-même, mais son noyau externe s'est refroidi. Et même s'il reste ultra chaud, plusieurs milliers de degrés, c'est pas suffisant pour être conducteur. Du coup, Mars a un rémanent de champ magnétique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la planète est balayée par les vents solaires. Et c'est aussi pour ça que son atmosphère est extrêmement fine. Si SpaceX maintient son idée de colonisation martienne, son plus gros défi sera la protection des radiations, parce que l'atmosphère et le champ magnétique de Mars sont bien trop faibles pour protéger notre ADN et les systèmes électriques. C'est pareil que la Lune, sauf que les astronautes des missions Apollo ont contourné le problème, avec une durée de mission de quelques jours. 12 jours dans l'espace avec une capsule plombée et quelques heures à la surface de la Lune, on n'est pas forcément protégé des radiations, mais c'est pas suffisant pour avoir des doses létales ou problématiques. Du coup, tous les astronautes s'en sont sortis indemnes. Or, aller sur Mars, c'est beaucoup plus loin. Ça prend pas 3 jours comme les missions Apollo, ça prend entre 6 à 9 mois de voyage, donc 18 mois aller-retour. On estime qu'une mission habitée sur Mars de presque 2 ans expose les astronautes à 0,6 sievert, c'est-à-dire 60% de la dose maximale absorbée par un être humain dans toute une vie. En gros, si on va sur Mars pendant 18 mois de mission, on a absorbé 60% de ce qu'on est censé absorber dans toute une vie. Mais vous avez vu le titre de la vidéo, on est surtout là pour parler de Jupiter. Et le problème de Jupiter, c'est que c'est encore pire. Les radiations dans l'espace lointain sont les mêmes, mais pas les radiations solaires, puisqu'on est beaucoup plus loin de la Terre, à 750 millions de kilomètres. Et pourtant c'est bien pire, à cause de son propre champ magnétique. Et ouais, ça reste un courant électrique, des flux de particules chargées. Un champ magnétique trop faible sur Mars ou inexistant sur la Lune, la vie ne peut pas s'y développer et l'atmosphère est totalement balayée. Par contre, un champ magnétique trop important pour l'être humain provoque les mêmes conséquences indésirables. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire, mais aussi la plus lourde, 60% de la masse de toutes les planètes réunies. La majorité de ce qui la compose n'est pas du gaz, c'est pour ça qu'il est trompeur de parler de géante gazeuse. On devrait plutôt dire géante liquide. Le noyau externe, c'est de l'hydrogène, maintenu à des pressions et températures tellement énormes qu'il se comporte comme un métal liquide, de l'hydrogène métallique. Avec une pression 90 millions de fois supérieure au niveau de la mer sur Terre et une température de 25 000 degrés, c'est suffisant pour être incroyablement conducteur, comme du fer fondu, et générer un champ magnétique colossal. Au sens moléculaire du terme, la magnétosphère de Jupiter est la plus grande structure à l'intérieur du système solaire. Face au Soleil, Jupiter se prend évidemment énormément de radiation, et donc les lignes de force du champ magnétique s'écrasent, même si sa distance est de 7 millions de kilomètres, ce qui est déjà énorme. Par contre, en direction opposée, comme sur Terre, vers l'espace lointain, la queue s'étend sur quasiment 1 milliard de kilomètres, c'est-à-dire plus que la distance entre le Soleil
et Jupiter. Si la magnétosphère était visible à l'œil nu depuis la Terre, elle serait 3 fois plus grande dans le ciel nocturne que la Lune. Mais surtout, son courant électrique transporte 20 000 fois plus d'énergie que celui sur Terre, et la magnétosphère piège certaines particules à des doses mortellement radioactives pour un être humain. Autrement dit, même avec une combinaison spatiale, le simple fait de s'approcher de Jupiter peut déjà vous tuer. C'est le cas à proximité des lunes de Io et de Europe, avec une exposition qui donne une dose létale pour un être humain en seulement quelques minutes. C'est frustrant parce que Io et Europe sont parmi les lunes les plus convoitées pour une exploration prolongée dans le système solaire. Io parce que l'activité magnétique de Jupiter a transformé la Lune en un Mordor géant avec une activité volcanique extrêmement intense, avec des lacs de lave, des morceaux de la croûte terrestre qui rebasculent sur eux-mêmes et autres joyeusetés géologiques. Et Europe parce qu'elle possède un océan d'eau salée liquide sous sa couche de glace, qui fait qu'elle est l'une des candidates les plus sérieuses à une possible apparition de la vie extraterrestre hors de la Terre. La magnétosphère est tellement importante que même les sondes spatiales ont eu des problèmes. Quand les sondes Pioneer 10 et 11 et Voyager 1 et 2 se sont approchées de la géante, elles n'ont pas eu ce problème particulier, parce qu'elles se sont contentées d'un survol qui n'a duré que quelques heures. Mais Galileo, et récemment Juno, ont eu droit à des missions prolongées de plusieurs années. Juno s'est mis dans une orbite très elliptique, en plongeant brièvement à proximité de Jupiter et en s'éloignant rapidement pour éviter d'être trop exposé afin de ne pas faire griller ses systèmes électriques. Galileo, ça a été encore pire parce qu'elle a été plusieurs fois endommagée et a connu des pannes partielles qui ont failli mettre un terme à sa mission à cause des radiations. Et c'est pour ça que la colonisation de Jupiter, ou à minima son exploration robotique et humaine prolongée, est pour le moment quasiment impossible. Une mission humaine d'exploration de la Lune Europe nécessitera un blindage tellement avancé qu'elle augmente considérablement la complexité du projet et surtout son coût. Et comme les agences spatiales n'ont pas de budget illimité et que l'administration change régulièrement, les rêves d'exploration de cette région du système solaire ne sont pas encore à portée de main. Si on imagine un projet de forage de la couche de glace de Europe, afin d'échantillonner son océan d'eau liquide sous sa couche, il doit être robotisé et à distance. Et avec un blindage tellement complexe qu'on n'arriverait même pas à le construire maintenant, parce que le champ magnétique de Jupiter est trop intense. Qu'on ne se méprenne pas, il est possible d'aller explorer Jupiter. On l'a déjà fait avec des sondes. Il est possible de le faire en chair et en os aussi. Mais ça va coûter tellement cher, ça va être tellement compliqué, que l'organisation actuelle des agences spatiales ne nous permet pas de le faire. Il y a quelque temps, la sonde Europa Clipper a décollé de la Terre pour aller vers Jupiter pour une mission prolongée, justement pour étudier la Lune d'Europe. Et l'un des plus gros challenges de cette mission, ce sera de gérer les radiations, pour essayer de ne pas avoir les mêmes problèmes qu'a subi Galileo. Et si on peut toujours contourner un petit peu ce problème avec des sondes, pour l'exploration humaine, ça va être encore extrêmement complexe. Du coup, les possibles algues extraterrestres ou bactéries dans l'océan d'Europe devront attendre encore quelques décennies avant de recevoir notre visite. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup pour le soutien de ces dernières semaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager mon travail, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, plus important que jamais, prenez soin de vous. Salut.